Bienvenue à la matinale Gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, Patrimoine 24. Je suis ce matin avec Brice Angers. Brice, bonjour. Bonjour Frédéric. Brice, vous êtes directeur général de MNG et vous venez nous parler aujourd'hui d'un fonds qui s'appelle Global Macro Bond et vous nous dites que c'est un fonds tout-terrain pour traverser l'été. Vous êtes inquiet pour l'été? On n'est pas vraiment inquiet pour l'été, mais dans un portefeuille, il faut avoir des fonds risqués et des fonds moins risqués. C'est un vrai critère de diversification. Et ça, c'est un fonds pas risqué pour vous? Et aujourd'hui, c'est un fonds qui est très peu risqué dans la mesure où on a un gérant qui gère ce fonds avec beaucoup de flexibilité. Les marchés ont beaucoup rattrapé la crise qu'on a connue au mois de mars. Il vient de prendre des profits et aujourd'hui, il est relativement peu investi sur les actifs risqués pour l'été qui arrive. Vous dites ce fonds Global Macro Bond, c'est un fonds tout-terrain. C'est vrai que depuis le début de l'année, sur 6 mois, ce fonds a fait 6%. Vous expliquez cette performance comment? Alors, c'est le fonds le plus flexible qu'on a chez MNG sur les marchés obligataires. Et donc, il a fait preuve de beaucoup de flexibilité, ce fonds, pendant les 6 premiers mois de l'année. Il faut avoir le nez creux pour sortir au bon moment. Bah oui, mais enfin, c'est ce qu'on demande d'un gérant. Ouais. Parfois, la gestion d'actifs, c'est plus un art qu'une science. Et en l'occurrence, ce gérant avait pris ses bénéfices au début de l'année 2020. Et en voyant le Covid arriver et se développer à l'échelle du monde, en voyant très bien ce qui se passait en Chine, il a désinvesti, il s'est mis vraiment au vert sur des actifs très peu risqués pendant toute la crise du mois de mars. Donc il a très bien traversé la crise du mois de mars. Et quand les marchés étaient au plus bas, on a trouvé des points d'entrée très intéressants sur les obligations, sur les entreprises, sur le high yield, sur la dette émergente. Donc il a repris du risque. Et là, il vient de prendre à nouveau ses bénéfices pour traverser un été, en effet, qui peut... Les moteurs de performance, c'est aussi bien des govies, du corporate, du high yield, des émergents, des développés. Vous tirez tout azimut, y compris, je crois, sur les devises. Voilà, en fait, les devises, puisque vous posez la question, c'est une classe d'actifs à part entière. C'est un excellent moyen de compléter ou diversifier un portefeuille. Et donc, on voit bien depuis des années, à chaque fois qu'on a de la tension sur les marchés, vous avez des devises comme le yen, comme le dollar, qui font office de valeur refuge. Et donc, on a régulièrement sur ce fonds 20, 30, 40% du fonds investi sur ces devises-là, en complément de ce qu'on a sur l'euro, justement pour amortir les chocs et utiliser ces valeurs refuges en période de tension. Brice, pour traverser l'été, justement chez MNG, c'est quoi vos convictions sur les devises? On va sur quelles devises et on reste à l'écart de quelles autres? Alors, sur les devises, aujourd'hui, on constate que le dollar commence à être un petit peu cher. Donc, Oui. On a baissé le poids du fonds investi sur le dollar. Ça représente à peu près 30% du fonds. On a du yen. Et puis, on a malgré tout pas mal d'euros. En fait, en ce moment, on a près de 40% du fonds investi sur l'euro qui se porte très bien avec les banques centrales qui sont à la manœuvre justement pour aider l'Europe à sortir de l'ornière dans laquelle elle est. Certaines devises dont vous vous dites chez MNG, il faut rester à l'écart, qui sont un petit peu tabous ou sulfureuses en ce moment? Ouais, il faut faire attention aux devises locales sur les pays émergents. Il y a des pays émergents qui sont quand même très touchés aujourd'hui par la crise du Covid. Alors certes, on peut être aveuglé par les rendements qui sont très élevés. Donc on va éviter les pays à risque comme l'Inde par exemple. Mais on peut avoir quelques pays comme l'Afrique du Sud ou comme le Mexique qui sont intéressants en matière de rendement par rapport à un socle économique plutôt robuste. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une classe d'actifs où il faut être capable d'être assez tactique, les devises. Il faut être tactique, c'est, je dirais, l'une des vertus de ce fonds. Mais la devise, ça reste positionné comme un complément par rapport aux sous-jacents qui sont les obligations d'État, les obligations sur le crédit ou le high yield. C'est un fonds qui est très diversifié à cet égard. Ce n'est pas que les devises. Alors, Brice, ce fonds Global Macro Bond, ça joue quel rôle dans un portefeuille? C'est cœur de portefeuille ou c'est plutôt de la diversification? Alors, par rapport à un fonds euro, on va dire que c'est un fonds qui est... Non, c'est pas un fonds qui est garanti en capital. On ne garantit pas le capital sur un fonds comme celui-ci. Maintenant, c'est un fonds obligataire. Donc, par définition, c'est un fonds qui est peu risqué par rapport à un fonds action. Et en plus, on a un gérant. Je rappelle que Jim Davis, le gérant de ce fonds, c'est le directeur de l'équipe obligataire chez MNG. C'est quelqu'un qui n'aime pas prendre du risque s'il n'est pas payé pour le risque qui est pris. Et aujourd'hui, compte tenu des incertitudes qu'on a sur les marchés, il veut prendre très peu de risques en portefeuille. Du coup, on a aujourd'hui un fonds qui est très peu risqué. Et donc, pour celui qui veut sortir du fonds euro, sans pour autant prendre trop de risques sur les actions, il a là un positionnement, un portefeuille un peu intermédiaire qui peut être très intéressant. Donc, c'est plutôt un fonds de portefeuille
Et c'est ce qui est censé nous permettre de bien passer l'été. Brice, merci beaucoup. On vous souhaite un bon été et à très bientôt. Merci Frédéric, à très bientôt. Une Bible déplacement, pourquoi faire? C'est la question que je pose aujourd'hui à Philippe Romoissonnet. Philippe, bonjour. Bonjour Frédéric. Philippe, vous êtes CGP et vous êtes d'autre part le président du Cercle France Patrimoine. Et vous venez de publier une Bible déplacement. C'est quoi cette Bible? Alors effectivement, nous sommes en train de finaliser cette Bible produit. Je vous rappelle que la directive MIF 2 nous impose de donner un marché cible et de définir les besoins du client et l'adaptation des produits que l'on propose à ses clients. Donc on a recensé à peu près aujourd'hui premièrement 300 fonds, 300 OPCVM. Action-obligation, court terme, long terme, sur nos 20-25 partenaires, donc sociétés de gestion. Et pour chacun des fonds, on regarde si ce fonds est adapté à tel type de client. Est-ce qu'un fonds est adapté à une personne retraitée ou plus à une personne dynamique? Quelle est l'aversion au risque par rapport à ce fonds? L'adéquation entre le fonds et le profil de l'investisseur. Absolument. C'est un travail que vous avez fait en interne avec les adhérents du cercle France Patrimoine. Vous avez travaillé comment? Alors, par rapport aux besoins du client, on l'a fait essentiellement en interne et on interroge actuellement toutes les sociétés de gestion pour qu'on nous réponde et qu'elles nous valident sur, notamment sur l'éligibilité de tel ou tel fonds à des plateformes, etc. Cette Bible compte 360 produits, oui. C'est la crème. Si je veux investir, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille piocher. Est-ce que vous avez fait une petite shortlist à l'inverse des produits à éviter? Alors, et si oui, lesquels? Alors, c'est difficile d'indiquer quels sont les fonds à éviter, mais on est entre nous. Hein. Oui, on est entre nous, tout à fait. Alors, une fois qu'on a sélectionné tous ces fonds, on a un allocataire d'actifs qui s'appelle EOS, qui lui va sélectionner tous les fonds et de voir comment se comporte le fonds par rapport aux tendances générales. Est-ce que le gérant a bien travaillé ou moins bien, etc. D'accord. Donc il y a une sélection de produits et puis un travail de construction de portefeuille, d'allocation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les spécificités de ce cercle France Patrimoine? Parce que des groupements de CGP, il y a quand même un certain nombre en France. Tout à fait. Alors, le Cercle France Patrimoine a été créé pratiquement il y a 20 ans. On va bientôt fêter l'anniversaire. Au départ, c'était pour la défense des intérêts de ses membres par rapport à la fermeture des activités du groupe Robeco. Et finalement, c'est devenu après un lieu d'échange, d'information, de formation. Et maintenant, c'est devenu un groupement de moyens et d'achat. D'accord. Combien d'adhérents? 17 cabinets. Notre volonté est de monter à 20 cabinets, mais pas dépasser ce nombre pour garder une certaine cohérence et une certaine osmose. Ah oui, c'est un cercle, c'est presque un petit club en fait. C'est un petit club, c'est fermé. Ouais. Sur quels critères vous acceptez de nouveaux entrants dans ce cercle France Patrimoine? Alors le critère, c'est essentiellement le professionnalisme, la notoriété et l'antériorité. D'accord. Pour terminer, une dernière question, Philippe Romoissonnet. Votre sentiment sur l'immobilier? On a parlé cette sélection de fonds dans votre Bible, aussi bien actions que obligataires. Vous n'évoquez pas les SCPI dans cette Bible? Alors, on va être amené à rajouter toute la panoplie des produits immobiliers. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la question de la conjoncture, on a deux grosses tendances. On a une masse monétaire qui est énorme en recherche de rendement dans une période de taux d'intérêt très bas et de l'autre côté, une réalité économique. Aujourd'hui, on a quelque part une machine économique qui est cassée. Lequel des deux va gagner, c'est les mois qui viennent qui le diront. Concrètement, pour le marché de l'immobilier, que ce soit les bureaux, le commerce, le résidentiel, vous avez un sentiment positif ou négatif? Parce qu'il y a de plus en plus d'économistes, de commentateurs, d'observateurs qui se disent avec la crise économique qui arrive, on va avoir des soucis sur l'immobilier. C'est quoi votre sentiment? Alors, on va raisonner en termes de véhicules d'investissement. Si on doit aller sur les CPI au PCI, au niveau du cercle, on va plutôt privilégier les jeunes produits qui ont du cash et qui vont pouvoir saisir les opportunités dans les mois qui viennent. Concernant l'autre volet qui est l'immobilier coté, là il y a plein d'opportunités. Il y a des fonds qui sont remarquables sur la place, qui ont baissé de manière drastique, de plus de 25 ou 30% depuis le début de l'année, avec des rendements extrêmement attrayants et des patrimoines formidables.
D'accord. Vous ne me semblez pas plus inquiet que ça du risque de chômage massif et de désamour pour la classe d'actifs immobilière? Alors on l'a, mais bon, en France, on a un certain statut du chômage. Dans d'autres pays, vous prenez des belles foncières, et les foncières, elles investissent aussi ailleurs. Vous prenez les États-Unis, ils sont hyper réactifs. Donc l'immobilier se comportera peut-être mieux là-bas qu'ici, ça on le verra. Enfin, dernier point, cette Bible des placements sera disponible quand? Alors, dans maximum fin juillet, la moitié des sociétés de gestion ont répondu à notre appel d'offres et attentes. Fin juillet, on a une Bible qui est bouclée. Philippe Leroy-Moissonnet, merci. Bon été. Merci Frédéric. À bientôt. Ces investisseurs institutionnels qui reviennent sur les petites et moyennes valeurs. Pour en discuter aujourd'hui, je suis avec Benjamin Biard. Bonjour Frédéric. Benjamin, vous êtes le directeur du développement d'Amiral Gestion et votre actualité, une des actualités du moment, c'est que les instituts reviennent sur les petites et moyennes valeurs. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, tout à fait, effectivement, Frédéric. Alors, Amiral Gestion est connu pour son savoir-faire sur les petites et moyennes valeurs françaises et européennes. On gère pour le monde institutionnel de nombreux mandats. On peut citer l'ERAF, qui est l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique, le FRR également, qui est la fonds de réserve des retraites. Et puis, depuis 2012, un fonds qui s'appelle Nova 2, qui était à l'initiative de la Caisse des dépôts et d'un pool d'assureurs, qui était dédié à l'univers des petites et moyennes valeurs. Et dans le cadre de cette crise sanitaire et du plan de relance, ce fonds a été abondé de plus de 100 millions d'euros, portant ainsi le fonds à 250 millions d'euros qui vont être donc déployés sur les petites et moyennes valeurs françaises. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, et puis de manière générale pour les marchés, parce qu'il y a eu une période un peu de désamour à un moment sur ces petites et moyennes valeurs. Oui, tout à fait. On a vu que depuis le dernier trimestre 2018, la classe d'actifs a cessé de décollecter. Et là, aujourd'hui, effectivement, alors j'ai cité les 100 millions dans le cadre de Nova 2, mais l'ERAF a aussi abondé dans son fonds. Donc, en fait, c'est des flux qui viennent sur le marché, sur ce segment de la cote qui est essentiel dans le cadre d'une reprise économique en France, puisqu'il faut savoir que ce segment de la cote a créé 7 fois plus d'emplois sur la dernière décennie que les grandes valeurs, et c'est important pour le dynamisme aussi de la France et de ses régions, puisque 50% des sociétés ont un siège en province. Alors, ces petites et moyennes valeurs, donc les instituts s'y intéressent. Un de vos fonds un peu vedette, Sextant Grand Large, s'y intéresse aussi, puisqu'il n'en avait plus en portefeuille depuis à peu près 2 ans, et il s'est de nouveau exposé sur les petites et moyennes valeurs. Exactement. Alors, cette crise a permis de pouvoir remettre certains moteurs de performance historiques dans le fonds, notamment les petites et moyennes valeurs. On avait fermé notre fonds small cap en 2017. On avait baissé notre exposition small cap aux actions en général dans le fonds et dans les small cap plus particulièrement. Et c'est vrai qu'à la faveur de cette crise, on a remis davantage de petites et moyennes valeurs en France, en Europe, mais également en Asie. Ce fonds Sextant Grand Large, il a passé la crise de début d'année comment? Alors, il s'est bien comporté dans la baisse. De la même façon qu'il avait bien traversé d'ailleurs la crise du dernier trimestre 2018. Quand vous dites qu'il s'est bien comporté dans la baisse de façon moins conceptuelle, il a perdu combien? Alors, il a perdu moins 11% quand les marchés actions ont perdu en moyenne 30%. Donc, il a amorti. Il a bien amorti. Il a joué son rôle d'amortisseur. Il a été, à mon sens, peut-être un peu décevant dans cette reprise. Mais il évolue dans un marché très spécifique, avec une polarisation très forte entre d'une part les valeurs de croissance et les valeurs technologiques, et d'autre part, j'ai envie de dire, le reste de la cote. Donc cette polarisation du marché est assez inquiétante à notre... Sur le rebond du fonds Sextant Grand Large, on vous sent un peu déçu, mais est-ce qu'en même temps, c'est pas un peu la vocation d'un fonds patrimonial comme celui-ci, d'amortir les baisses et puis de façon corrélative, on prend pas toute la hausse. Il y a une certaine logique quand même, non? Oui, alors on est toujours déçu, on aimerait toujours baisser un peu moins, toujours monter un peu plus. Non, en revanche, on est content puisque le fonds répond à son objectif, c'est-à-dire effectivement une bonne préservation du capital quand les marchés sont extrêmement chahutés. En revanche, on aurait aimé monter un peu plus, mais c'est vrai que les conditions de marché sont très spécifiques et peu propices en fait à notre style de gestion. Il faut être patient, les marchés financiers, le placement financier, la gestion d'un fonds, la gestion patrimoniale, c'est un marathon. Il ne faut pas chercher à courir après les indices, il ne faut pas chercher à courir toujours après le lièvre, il faut prendre son temps, rester sur ce qu'on sait faire, avoir de fortes convictions. On a de très très belles valeurs aujourd'hui en portefeuille qui sont très peu valorisées,
Le marché ne les apprécie pas aujourd'hui, c'est pas grave, elle les appréciera demain. Et le fonds est bien positionné aujourd'hui. On a retrouvé, grâce à la volatilité récente, un moteur de performance sur les small caps, on l'a dit, un moteur de performance sur certaines obligations, et surtout une partie long short. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fonds est exposé à 50% au marché action, avec une couverture de l'ordre de 17%. On a à peu près 20% d'obligations, et aujourd'hui, toujours 30% de cash, qui vont nous permettre de mieux résister si ça continue de corriger, et de reprendre du risque sur des niveaux de valorisation plus satisfaisants. Vous voyez le second semestre comment? Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez une configuration, une allocation sur ce fonds qui permet de parer en cas de problème. Oui, alors on voit pas nous les marchés, je n'ai pas d'anticipation. Bon. Donc on va gagner du temps, pas d'avis. Oui. Non, donc j'ai pas d'avis, ça va monter ou baisser, on l'a jamais fait. En revanche, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que on a un écart de valorisation qui est considérable, qui peut être comparé sur certains indicateurs à la crise, enfin à l'avant-crise de 2000, d'une part, et deuxièmement, on voit les économistes, on lit beaucoup et on voit que le ralentissement économique est quand même là, et ce qu'on ne voit pas dans les cours des marchés boursiers. Dernière question, Benjamin. L'équipe s'est étoffée avec l'arrivée d'un nouveau gérant small cap. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, on n'a pas arrêté de recruter pendant la crise. On a accueilli récemment Sébastien Ribeiro, qui est un gérant senior et qui vient compléter le dispositif sur l'univers des petites et moyennes valorisations françaises. On a également embauché quelqu'un sur la partie obligataire, un junior. On a quelqu'un sur les petites et moyennes valeurs européennes. Voilà, donc l'équipe de gestion qui est le principal actif d'Amiral Gestion continue de se développer. Et puis on n'oublie pas aussi le support, le commercial. On a recruté... Des embauches aussi dans ce domaine. Exactement. Combien d'embauches depuis le début de l'année? On est à peu près à 6 embauches et c'est pas fini. 6 embauches et fin 2019, vous étiez combien? À peu près 40 collaborateurs sur les 3 bureaux. Plus 15%? Exactement. Donc on continue d'embaucher, d'investir sur l'humain, sur le capital humain d'Amiral Gestion. Donc on en a parlé à la gestion 3 personnes, 2 personnes au commercial, avec l'arrivée d'Hugo Embrignan qui s'occupe des grands comptes, de Sandrine Melendez sur les CGP, et puis il y a également quelqu'un au juridique. Et vous disiez, ce n'est pas fini, on annonce des choses, qu'est-ce qui se prépare? Alors oui, on a la chance d'accueillir au mois de septembre quelqu'un qu'on connaît très bien puisqu'il nous accompagne depuis maintenant plusieurs semestres sur nos réflexions ESG. Je peux pas encore vous le dire, mais je reviendrai avec grand plaisir en septembre vous présenter notre responsable ESG. Homme-femme est-ce que je peux le dire? Oui, disons-le, une femme. Bon, très bien. Écoutez, bravo pour tous ces recrutements. Benjamin, on se retrouve donc en juin pour avoir la réponse à ce teasing insoutenable. Benjamin, merci. À bientôt. Merci Frédéric.